Lyon, septembre 1987. Une petite fille de 7 ans disparaît sans laisser de traces pendant la nuit, alors qu'elle se trouve sous la garde d'une femme de confiance de la famille. Les enquêteurs fouillent chaque recoin de l'appartement, interrogent tous les voisins, passent au peigne fin le quartier entier. Rien. Aucun indice, aucun témoin, aucune explication. La gardienne, Marguerite Fontaine, répète la même version des faits encore et encore, avec une cohérence troublante. Elle s'est endormie, et au réveil, l'enfant avait disparu. Pendant 37 ans, cette femme vivra avec ce secret, gardant le silence même face aux parents déchirés de douleur, même face aux policiers qui la soupçonnent, même face à sa propre conscience. Mais en 2024, allongée sur un lit d'hôpital, sentant ses derniers jours approcher, Marguerite Fontaine demandera à voir un inspecteur. Ce qu'elle s'apprête à révéler va enfin apporter des réponses à une famille brisée depuis près de 4 décennies. Que s'est-il vraiment passé cette nuit de septembre? Pourquoi une femme apparemment dévouée et aimante a-t-elle gardé un tel secret pendant toute une vie? Et surtout, qu'est-il arrivé à la petite Élise Garnier? Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes sur des mystères qui défient le temps, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans les rues paisibles de Lyon, à la fin des années 80. Lyon, fin des années 80. La ville connaît alors une période de transformation urbaine importante. Le quartier de la Croix-Rousse, avec ses pentes raides et ses traboules historiques, abrite une population mélangée d'ouvriers, d'artisans et de jeunes familles de classe moyenne. C'est dans ce quartier, rue des Capucins, que vivait la famille Garnier, dans un appartement au 3e étage d'un immeuble de pierre typique de l'architecture lyonnaise du début du XXe siècle. Vincent Garnier, 34 ans, enseignait l'histoire au lycée de la Pardieu. Grand, les cheveux châtains toujours légèrement en désordre, il portait des lunettes rondes qui lui donnaient un air intellectuel. Passionné par son métier, il passait ses soirées à préparer ses cours avec un soin méticuleux, cherchant toujours à rendre l'histoire vivante pour ses élèves. Sa femme, Sylvie, de 2 ans sa cadette, travaillait comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Blonde aux yeux bleus, elle possédait cette douceur particulière qui caractérise souvent les personnes habituées à prendre soin des autres. Leur rencontre, 10 ans plus tôt, s'était faite lors d'une conférence sur les conditions sanitaires pendant la Seconde Guerre mondiale, où Vincent donnait une présentation et où Sylvie assistait par curiosité professionnelle. Leur fille unique, Élise, était née en mars 1980. À 7 ans, elle présentait déjà une personnalité affirmée. Petite pour son âge, avec de longs cheveux bruns bouclés et les yeux noisettes de son père, elle adorait dessiner et inventer des histoires. Son institutrice de CE1, Madame Arnaud, la décrivait comme une enfant vive, curieuse, parfois un peu têtue, mais attachante. Élise avait cette particularité de toujours poser des questions, parfois déconcertantes, sur tout ce qui l'entourait. Pourquoi le ciel change de couleur? Comment les oiseaux savent où aller? Est-ce que les nuages ont froid? Les horaires de Sylvie à l'hôpital posaient régulièrement un problème d'organisation familiale. Les gardes de nuit, en particulier, nécessitaient de trouver quelqu'un pour s'occuper d'Élise. Vincent ne pouvait pas toujours adapter son emploi du temps, surtout pendant les périodes d'examen où il devait surveiller des épreuves ou corriger des copies tard le soir. C'est ainsi qu'était entrée dans leur vie Marguerite Fontaine. Marguerite avait 52 ans en 1987. Veuve depuis 8 ans, elle vivait seule dans un petit appartement rue Burdeau, à quelques rues seulement des Garnier. Son mari, André, était décédé d'une crise cardiaque foudroyante à l'âge de 51 ans, la laissant sans enfant et avec une modeste pension de veuve. Pour compléter ses revenus, elle proposait ses services de garde d'enfants dans le quartier. Grande, un peu corpulente, les cheveux grisonnants, toujours tirés en chignon, elle inspirait confiance par son apparence maternelle et son ton toujours calme et posé. Les Garnier l'avaient rencontrée par l'intermédiaire de leur voisine du 2e étage, Madame Leclerc, dont Marguerite gardait régulièrement les 2 garçons. « C'est une perle, cette femme », avait assuré Madame Leclerc.
Mes fils l'adorent, et je peux partir travailler l'esprit tranquille. Après un premier essai concluant en mars 1987, où Élise avait passé une soirée agréable à faire des puzzles et à écouter les histoires que Marguerite racontait avec talent, les Garnier avaient décidé de faire régulièrement appel à elle. Au fil des mois, Marguerite était devenue plus qu'une simple gardienne. Elle arrivait toujours un peu en avance, prenait le temps de discuter avec Sylvie des préférences d'Élise, notait scrupuleusement les instructions concernant les repas, le coucher, les éventuels devoirs. Elle apportait parfois de petites surprises. Un livre de coloriage trouvé dans une brocante, des bonbons à la violette qu'Élise adorait, ou simplement des anecdotes amusantes qui faisaient rire la fillette. Marguerite est comme une grand-mère pour Élise, disait souvent Sylvie à ses collègues de l'hôpital. La Croix-Rousse de cette époque conservait encore son caractère populaire, malgré les premières vagues de gentrification. Les commerces de proximité restaient nombreux. La boulangerie Petit au coin de la rue embaumait le quartier dès 6 heures du matin. L'épicerie familiale en face de l'immeuble des Garnier restait ouverte jusqu'à 20 heures. Les habitants se connaissaient, se saluaient, s'entraidaient. C'était précisément ce sentiment de sécurité communautaire qui rendrait la disparition d'Élise encore plus incompréhensible. Le vendredi 18 septembre 1987 commence comme une journée ordinaire pour la famille Garnier. Le réveil sonne à 6h30. Sylvie se lève la première, prépare le café, sort le bol et les céréales préférées d'Élise. Vincent descend peu après, encore ensommeillé, sa pile de copies sous le bras. Il doit rester tard au lycée ce soir-là pour une réunion pédagogique, puis rentrera pour prendre son service de surveillance d'une retenue jusqu'à 20 heures. Élise apparaît à 7h15, traînant son doudou, un lapin en peluche gris qu'elle a nommé Pompon. « J'ai encore rêvé qu'on allait au zoo », annonce-t-elle en s'installant à table. C'est une requête qu'elle formule depuis plusieurs semaines. Le parc zoologique de la Tête d'Or n'est qu'à 20 minutes en bus, mais entre les emplois du temps chargés des parents et les obligations diverses, la sortie n'a cessé d'être repoussée. « Bientôt, ma chérie », promet Sylvie en embrassant le front de sa fille. « Le mois prochain, pendant les vacances de la Toussaint, d'accord ?» Le petit déjeuner se déroule dans cette atmosphère familière et douce des matins d'école. Vincent révise mentalement le cours qu'il doit donner sur la Révolution française à ses élèves de seconde. Sylvie vérifie son planning de la semaine, note qu'elle a une garde de nuit ce vendredi soir. Elle a déjà prévenu Marguerite la semaine précédente. Tout est organisé. Marguerite arrivera à 18h30, donnera le dîner à Élise, la couchera vers 20h30 et passera la nuit dans l'appartement. Sylvie rentrera directement après sa garde, vers 7h30 le samedi matin. À 8h, Vincent et Élise quittent l'appartement ensemble. Ils la déposent à l'école primaire Jules Ferry, située à 10 minutes à pied, avant de prendre le bus pour se rendre au lycée. Élise porte son cartable rose, un cadeau de Noël de l'année précédente, et son écharpe tricotée par Marguerite, car les matins commencent à fraîchir en cette mi-septembre. La journée d'école se passe normalement. Madame Arnaud, son institutrice, notera plus tard que rien ne semblait troubler Élise ce jour-là. Elle a participé activement à la leçon de mathématiques sur les soustractions, a bien travaillé pendant l'atelier de lecture et a passé la récréation à jouer à l'élastique avec ses camarades, notamment avec sa meilleure amie, Léa Dubois. À la cantine, elle a mangé avec appétit le poisson pané et les haricots verts et a même repris du yaourt à la fraise. L'après-midi, les élèves ont eu art plastique. Élise a dessiné une maison avec un grand jardin et des fleurs multicolores. Quand Madame Arnaud lui a demandé ce qu'elle représentait, Élise a répondu « C'est la maison de Marguerite dans ma tête ». Elle dit qu'elle avait un grand jardin quand elle était petite, avec des roses et des tournesols. Ce dessin, retrouvé dans le casier d'Élise, deviendra plus tard un élément troublant pour les enquêteurs. À 16h30, Sylvie vient chercher sa fille à la sortie de l'école. Elles rentrent ensemble à pied, s'arrêtant à la boulangerie pour acheter une tarte aux pommes, le dessert préféré d'Élise. En chemin, elle croise Monsieur Dufour, le propriétaire de l'épicerie, qui offre à Élise un sucre d'orge.
Pour la plus jolie petite fille du quartier, dit-il avec un clin d'œil. C'est un rituel que tous les commerçants connaissent. De retour à l'appartement vers 17 h, mère et fille passent un moment ensemble. Élise fait ses devoirs, une page d'écriture et une série de petits problèmes mathématiques. Sylvie l'aide à réviser sa récitation, un poème de Maurice Carême qu'elle doit savoir par cœur pour lundi. Puis Élise demande à regarder la télévision. Le club Dorothée commence à 17 h 30. Sylvie accepte. Elle doit de toute façon se préparer pour son départ à l'hôpital. À 18 h 15, Sylvie est en uniforme d'infirmière, son sac préparé. Elle a laissé des instructions écrites pour Marguerite sur la table de la cuisine. Le dîner est prêt dans le réfrigérateur. Des pâtes à la sauce tomate qu'il suffit de réchauffer, la tarte aux pommes pour le dessert et le bain avant le coucher. Elle a également noté le numéro de téléphone du service où elle travaillera cette nuit, en cas d'urgence. Marguerite arrive à 18 h 25 exactement. Plusieurs voisins la verront monter l'escalier, comme Madame Sorel du premier étage, qui descendait sortir son chien. « Bonsoir, Marguerite » l'a-t-elle saluée. « Bonsoir, Madame Sorel » a répondu Marguerite avec son sourire habituel. Elle portait un sac en tissu contenant son tricot et un magazine, comme toujours lors de ses gardes de nuit. Sylvie accueille Marguerite, lui répète rapidement les consignes, embrasse longuement Élise. « Sois sage avec Marguerite, ma chérie. Je reviens demain matin et on fera des crêpes pour le petit déjeuner, d'accord ?» Élise acquiesce, déjà habituée à ses gardes de nuit mensuels. À 18 h 35, Sylvie quitte l'appartement. C'est la dernière fois qu'elle verra sa fille. Les heures qui suivent se déroulent, selon ce que Marguerite racontera plus tard, de manière tout à fait normale. Élise termine de regarder son émission de télévision. À 19 h, elle passe à table. Marguerite fait réchauffer les pâtes, sert une portion généreuse à Élise, qui mange de bon appétit. Elle discute de l'école, des dessins qu'Élise a faits, du zoo qu'elle espère tant visiter. Marguerite promet de lui raconter une histoire sur les animaux avant de dormir. À 19 h 45, le dîner terminé, Marguerite prépare le bain. Élise joue un moment dans l'eau avec ses jouets en plastique, un canard jaune et un bateau. À 20 h 15, Élise est en pyjama, les cheveux encore humides. Elle se brosse les dents pendant que Marguerite range la salle de bain. Vers 20 h 30, elle s'installe dans la chambre d'Élise. La petite pièce est décorée avec soin, des posters d'animaux sur les murs, une étagère remplie de livres et de peluches, un bureau où trône la collection de crayons de couleur d'Élise. Marguerite s'assoit sur le bord du lit. Élise se blottit sous sa couverture avec Pompon. Marguerite commence une histoire qu'elle invente au fur et à mesure, parlant d'une petite souris qui part en voyage et rencontre différents animaux. C'est ici que le récit de Marguerite devient flou. Elle dira aux enquêteurs qu'Élise s'est endormie vers 21 h, que tout semblait paisible. Elle-même s'est installée dans le salon, à tricoter un moment en regardant le journal télévisé de 20 h. Vers 22 h 30, fatiguée, elle s'est endormie sur le canapé. Son réveil, affirme-t-elle, s'est produit vers 6 h du matin, réveillée par le soleil qui entrait par la fenêtre du salon. C'est en voulant vérifier qu'Élise dormait encore qu'elle aurait découvert le lit vide, la couverture rejetée, Pompon abandonné sur l'oreiller, mais aucune trace de la fillette. Marguerite vérifie la salle de bain, les toilettes, la cuisine, le salon, même le placard où Élise aime parfois se cacher pour jouer. Rien. La porte d'entrée est fermée à clé de l'intérieur, les fenêtres sont closes. C'est impossible, et pourtant Élise a disparu. À 6 h 20, Marguerite, paniquée, appelle l'hôpital pour joindre Sylvie. Le standard met plusieurs minutes à localiser l'infirmière qui termine justement sa garde. Quand Sylvie prend enfin la communication, les mots de Marguerite la glacent. « Élise n'est plus dans l'appartement. Je ne la trouve nulle part. J'ai regardé partout. » Sylvie Garnier prend un taxi pour rentrer chez elle en urgence. Le trajet habituel de 25 minutes lui semble durer une éternité. Elle arrive à 6 h 50, trouve Marguerite assise à la table de la cuisine, le visage défait, les mains tremblantes. Ensemble, elles refont le tour de l'appartement, ouvrent chaque placard, regardent sous les lits, derrière les meubles. Sylvie appelle Vincent au lycée,
le réveille dans la salle des professeurs, où il avait fini par s'endormir après sa surveillance tardive. Il rentre immédiatement. À 7h30, Vincent arrive en trombe. La police est déjà sur place. Les premiers agents sont arrivés 7 minutes après l'appel de Sylvie. Le commissariat de la Croix-Rousse a immédiatement dépêché une équipe, car les disparitions d'enfants déclenchent un protocole d'urgence absolu. L'inspecteur Laurent Mercier, 42 ans, 20 ans de carrière dans la police judiciaire, prend en charge l'enquête dès 8 heures. L'appartement est passé au peigne fin. Aucun signe d'effraction sur la porte d'entrée ni sur les fenêtres. Toutes sont fermées de l'intérieur. Les clés de l'appartement sont à leur place habituelle, sur le meuble de l'entrée. Les affaires d'Élise sont toutes là, ses vêtements dans l'armoire, ses chaussures rangées près de la porte. Seul son pyjama manque, celui qu'elle portait pour se coucher. L'inspecteur Mercier interroge longuement Marguerite. Elle répète sa version des faits avec une cohérence troublante. Oui, elle s'est endormie sur le canapé. Non, elle n'a entendu aucun bruit. Non, personne n'a frappé à la porte. Non, Élise ne parlait de rien de particulier. Elle semblait tout à fait normale. Les voisins sont interrogés un par un. Personne n'a rien vu ni entendu d'anormal pendant la nuit. Madame Petit du 4e étage, qui souffre d'insomnie, affirme être restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin. Elle n'a perçu aucun bruit inhabituel dans l'immeuble. Monsieur Arnaud du 2e, qui travaille de nuit et est rentré vers 4 heures, confirme avoir trouvé la porte d'entrée de l'immeuble normalement fermée. Il n'a croisé personne dans l'escalier. Les recherches s'organisent rapidement. Des équipes de police ratissent le quartier, interrogent les commerçants, vérifient les poubelles, les caves, les cours intérieures. La photo d'Élise est diffusée dans tous les commissariats de Lyon, puis dans toute la région Rhône-Alpes. Des avis de recherche sont placardés dans tout le quartier. La presse locale relaie l'information dès le samedi après-midi. Disparition inquiétante d'une fillette de 7 ans à la Croix-Rousse. Titre : Le Progrès. Vincent et Sylvie vivent un cauchemar éveillé. Ils ne dorment plus, ne mangent plus, passent leur journée à arpenter les rues du quartier en appelant le nom de leur fille. Sylvie a pris un congé sans solde de l'hôpital. Vincent n'arrive plus à enseigner, les mots se bloquent dans sa gorge dès qu'il entre dans une salle de classe. Le rectorat lui accorde un arrêt de travail pour raison de santé. Les semaines passent sans le moindre indice. L'enquête explore toutes les pistes possibles. Une fugue, impossible pour une enfant de 7 ans en pyjama, sans argent, sans vêtements. Un enlèvement. Mais comment expliquer qu'aucune trace d'effraction n'ait été trouvée, qu'aucun témoin n'ait rien vu? Les enquêteurs vérifient les antécédents de toutes les personnes ayant un accès à l'immeuble. Les voisins, le facteur, le gardien, les livreurs réguliers. Rien de suspect. Marguerite Fontaine est évidemment une suspecte prioritaire. Elle est la dernière personne à avoir vu Élise vivante. Son appartement est perquisitionné, ses comptes bancaires épluchés, son passé examiné en détail. Les enquêteurs découvrent une vie sans histoire. Marguerite a travaillé 30 ans comme secrétaire dans une entreprise textile avant de prendre sa retraite anticipée après le décès de son mari. Aucun antécédent judiciaire, aucune dette, aucun comportement suspect. Ses anciens employeurs la décrivent comme discrète, fiable, consciencieuse. Les autres familles pour lesquelles elle garde des enfants témoignent toutes en sa faveur. L'inspecteur Mercier la convoque néanmoins à plusieurs reprises. Il teste sa version, cherche les incohérences, la met sous pression. Marguerite ne flanche pas. Elle maintient son histoire dans les moindres détails. Oui, elle s'est endormie. C'était irresponsable. Elle en convient, elle s'en veut terriblement. Mais elle ne comprend pas comment Élise a pu disparaître. Elle pleure lors de chaque interrogatoire, se dit rongée par la culpabilité. « Si seulement je ne m'étais pas endormie », répète-t-elle, « si seulement j'avais été plus vigilante ». Les mois se transforment en années. L'affaire, très médiatisée les premières semaines, finit par disparaître des journaux. D'autres actualités prennent le relais. La vie continue, même si pour Vincent et Sylvie, elle s'est arrêtée ce 18 septembre 1987.
Leur couple ne survit pas à cette épreuve. Sylvie reproche silencieusement à Vincent de n'avoir pas été là cette nuit-là. Vincent s'enfonce dans la culpabilité, se demandant sans cesse ce qui serait arrivé s'il avait annulé cette surveillance au lycée. Ils divorcent en 1991, après 4 années de souffrance muette. Sylvie déménage à Villeurbanne, change d'hôpital, tente de reconstruire une vie. Elle ne garde de l'appartement de la rue des Capucins que quelques photos d'Élise et Pompon, le lapin en peluche, que les enquêteurs ont fini par lui rendre. Elle ne se remariera jamais, consacrant son existence à son travail, aux autres patients, comme pour racheter son absence cette nuit-là. Vincent reste dans le quartier, incapable de partir, comme si quitter la Croix-Rousse revenait à abandonner définitivement Élise. Il continue d'enseigner, mécaniquement, sans passion. Ses collègues le décrivent comme un homme brisé, fonctionnant en pilote automatique. Il vieillit prématurément, les cheveux grisonnent dès la quarantaine, le dos se voûte. Chaque 18 septembre, il dépose des fleurs devant l'immeuble de la rue des Capucins. Marguerite Fontaine cesse toute activité de garde d'enfants après la disparition d'Élise. Comment pourrait-elle continuer? Les familles du quartier ne lui font plus confiance. Même si elle n'a jamais été officiellement inculpée, elle vit de sa pension discrètement, évitant les regards. Certains voisins la croisent parfois à l'épicerie ou à la boulangerie. Elle paraît toujours plus âgée, plus voûtée, plus grise. Les années ajoutent des rides à son visage, mais c'est son regard qui change le plus. Un regard hanté, fuyant, comme celui de quelqu'un qui porte un poids invisible. L'enquête n'est jamais officiellement close. Les dossiers des personnes disparues ne se referment pas tant qu'il n'y a pas de corps ni d'explication. Mais au fil des ans, les inspecteurs qui s'occupaient du cas prennent leur retraite ou sont mutés. De nouveaux dossiers s'empilent. Élise Garnier devient un nom dans les archives, un cold case parmi d'autres, une tragédie sans réponse. En 1997, 10 ans après la disparition, un article dans Le Progrès fait le point sur l'affaire. Le journaliste a retrouvé Vincent, toujours enseignant au même lycée, toujours hanté. « Je ne saurai peut-être jamais ce qui est arrivé à ma fille, déclare-t-il, mais je n'abandonnerai jamais l'espoir de comprendre. » Sylvie refuse d'être interviewée. Marguerite Fontaine, contactée par le journaliste, décline également, se contentant de dire par l'interphone « Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit à la police ». Les théories les plus folles circulent dans le quartier. Certains parlent d'un réseau de trafic d'enfants, d'autres d'un tueur en série jamais identifié, d'autres encore d'un drame familial dont la vérité aurait été cachée. Mais aucune de ces théories ne résiste à l'analyse des faits. L'appartement était fermé de l'intérieur. Aucune trace de violence n'a été trouvée. Aucun témoin n'a vu d'individu suspect dans l'immeuble cette nuit-là. Le printemps 2024 arrive, avec ses journées douces et lumineuses sur Lyon. Marguerite Fontaine a maintenant 89 ans. Elle vit toujours dans son petit appartement de la rue Burdeau. Mais sa santé s'est considérablement détériorée. Des douleurs chroniques au dos l'obligent à marcher avec une canne depuis plusieurs années. Sa vue baisse, son audition également. Elle ne sort plus guère de chez elle, se faisant livrer ses courses par un service municipal d'aide aux personnes âgées. En mars, lors d'une visite médicale de routine, son médecin traitant, le docteur Blanc, détecte une masse suspecte lors de la palpation abdominale. Les examens qui suivent confirment ses craintes. Cancer du pancréas à un stade avancé. Le pronostic est sombre. 3 à 6 mois de vie, peut-être moins. Le docteur Blanc propose une hospitalisation pour des soins palliatifs, mais Marguerite refuse d'abord. Elle veut rester chez elle, mourir dans son appartement, entourée de ses souvenirs. Mais en juin, la douleur devient insupportable. Les antalgiques que le médecin lui prescrit ne suffisent plus. Elle accepte finalement d'être hospitalisée au centre hospitalier Lyon-Sud dans le service de soins palliatifs. C'est un endroit paisible, avec des chambres individuelles donnant sur un petit jardin. Le personnel y est formé pour accompagner les patients en fin de vie avec douceur et dignité. Marguerite s'installe dans la chambre 314 le 15 juin 2024.
L'infirmière en chef, Madame Renard, une femme d'une cinquantaine d'années au sourire bienveillant, l'accueille et lui explique le fonctionnement du service. Marguerite semble soulagée d'être là, malgré les circonstances. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'est plus seule. Les jours passent lentement. Marguerite reçoit peu de visites. Elle n'a plus de famille proche. Quelques anciens voisins viennent la voir par courtoisie, mais les conversations sont brèves, embarrassées. Que dire à une femme qui va mourir et qui n'a pas eu d'enfant? Pas de vie sentimentale après son veuvage, pas d'amis véritables. Marguerite a vécu en marge, invisible, effacée. Au fil des semaines, son état se dégrade. La douleur est mieux contrôlée grâce à la morphine, mais elle dort de plus en plus. Les moments de lucidité se font plus rares. Le docteur Arnaud, responsable du service, informe Marguerite, début août, qu'il lui reste probablement quelques semaines tout au plus. C'est cette annonce qui déclenche quelque chose chez Marguerite. Le 8 août 2024, en fin d'après-midi, elle demande à Madame Renard de faire venir quelqu'un de la police. L'infirmière, surprise, lui demande si tout va bien, s'il y a un problème. Marguerite secoue la tête. Non, pas de problème, mais j'ai quelque chose à dire avant de mourir, quelque chose que j'aurais dû dire il y a très longtemps. Madame Renard prévient le docteur Arnaud, qui contacte le commissariat central de Lyon. Une demande inhabituelle de la part d'une patiente en soins palliatifs. L'officier de permanence note l'information, promet d'envoyer quelqu'un le lendemain. Le 9 août, en début d'après-midi, le capitaine Julie Moreau se présente à l'hôpital. 40 ans, cheveux courts bruns, regard perçant, elle travaille à la brigade criminelle depuis 15 ans. Elle a l'habitude des confessions de fin de vie, ces moments où les secrets trop lourds finissent par être révélés. Elle entre dans la chambre 314, trouve Marguerite éveillée, assise dans son lit, les oreillers calés dans son dos. La vieille femme est méconnaissable par rapport aux photos que le capitaine Moreau a vues dans les archives en préparant sa visite. Car oui, elle a vérifié, Marguerite Fontaine apparaît dans les fichiers de police. Une disparition d'enfant, 1987, jamais résolue. Madame Fontaine, je suis le capitaine Moreau. On m'a dit que vous souhaitiez me parler. Marguerite hoche la tête lentement. Oui, je veux parler de la petite Élise. Élise Garnier, il est temps que je dise la vérité. Le capitaine Moreau sort son carnet, s'assoit sur la chaise près du lit. Elle active également le dictaphone de son téléphone avec l'accord de Marguerite. Prenez votre temps, Madame Fontaine. Racontez-moi ce qui s'est vraiment passé ce 18 septembre 1987. Marguerite ferme les yeux un instant, rassemble ses souvenirs, ou son courage, ou les deux. Quand elle rouvre les yeux, des larmes coulent sur ses joues ridées. J'ai menti aux policiers, j'ai menti à tout le monde pendant 37 ans. Je ne me suis pas endormi sur le canapé. Enfin, si, mais pas avant qu'il soit trop tard. Le capitaine Moreau se penche en avant. Qu'est-ce qui était trop tard, Madame Fontaine? Marguerite prend une inspiration difficile. La douleur lui tiraille le ventre malgré la morphine. Élise ne s'est pas endormie à 21h comme je l'ai dit. Elle était agitée ce soir-là. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait voir son papa, qu'elle voulait qu'il rentre. Je lui ai expliqué qu'il travaillait tard, qu'il serait là le lendemain matin. Mais elle pleurait, elle s'énervait. « Continuez !» encourage le capitaine Moreau. J'étais fatigué, j'avais eu une semaine difficile, des douleurs au dos, des insomnies. Je n'aurais jamais dû accepter cette garde cette nuit-là, mais j'avais besoin de l'argent. J'ai perdu patience. Je lui ai dit de se calmer, de rester dans son lit. Je lui ai donné quelque chose pour l'aider à dormir. Le silence qui suit cette révélation est pesant. Le capitaine Moreau note soigneusement. Que lui avez-vous donné exactement? Des gouttes. Un médicament que mon médecin m'avait prescrit pour mes propres insomnies. Du Temesta, je crois que ça s'appelait. Juste quelques gouttes dans un verre de lait. Je me suis dit que ça l'aiderait à s'endormir tranquillement, que ce n'était pas dangereux, juste pour une nuit. Le capitaine Moreau sent son estomac se nouer. Le Temesta ou l'orazépam est un anxiolytique puissant. Donner ce genre de médicament à un enfant de 7 ans sans prescription médicale est extrêmement dangereux. Combien de gouttes lui avez-vous donné? Marguerite secoue la tête, l'air perdu. Je ne me souviens plus exactement. Peut-être 5 ou 6.
Je ne savais pas que c'était trop. Elle s'est endormie rapidement après dans mon lit. Je l'avais amenée dans mon lit pour la calmer et elle s'est endormie là. Je me suis dit que c'était parfait, qu'elle dormirait bien, que je pourrais la remettre dans son lit plus tard. Mais vous ne l'avez pas remise dans son lit? Non. Je suis allé au salon, j'étais soulagé que tout soit calme. J'ai regardé la télévision un moment. Et puis je me suis endormi sur le canapé comme je l'ai dit. Mais quand je me suis réveillé, sa voix se brise. Qu'avez-vous trouvé en vous réveillant? Les larmes coulent plus abondamment maintenant. Marguerite semble revivre ce moment terrible. Je suis allé vérifier dans mon lit. Élise était là, mais elle ne bougeait plus. Elle était toute froide. Je l'ai secouée, je l'ai appelée, j'ai essayé de la réveiller. Mais elle ne répondait pas, elle ne respirait plus. Le capitaine Moreau reste professionnel, mais la charge émotionnelle de cet aveu est difficile à supporter. À quelle heure était-ce? Je ne sais pas exactement, il faisait encore nuit, peut-être 3 ou 4 heures du matin. J'ai paniqué, j'ai complètement paniqué. Je me suis dit que si on découvrait ce que j'avais fait, que j'avais donné des médicaments à un enfant, j'irais en prison, que tout le monde me haïrait, que les parents me tueraient, probablement. Qu'avez-vous fait alors? Marguerite met ses mains devant son visage, comme si elle pouvait encore cacher la vérité. J'ai pris le corps d'Élise, je l'ai enveloppé dans sa couverture, et je suis sorti de l'appartement. Le capitaine Moreau écrit rapidement. « Comment êtes-vous sorti? La porte était fermée à clé. » J'avais la clé. Les garniers m'avaient fait faire un double il y a quelques mois pour que je puisse entrer et sortir facilement lors des gardes. Cette clé, je l'ai jetée après, dans une bouche d'égout. Je suis sorti par l'escalier, j'ai fait attention à ne croiser personne. Il devait être 4 heures du matin, peut-être 4h30. Le quartier était désert. Où êtes-vous allé avec le corps d'Élise? C'est la question cruciale, celle qui hante Vincent et Sylvie depuis 37 ans. Marguerite prend plusieurs inspirations avant de pouvoir répondre. Il y a un chantier à cette époque, vous vous souvenez? Il construisait un nouveau parking souterrain rue Sergent Blandan. Le chantier était fermé, mais il y avait un endroit où les palissades étaient mal fixées. Je suis passé par là. J'ai enterré Élise dans le chantier. Il y avait de la terre excavée partout, de grandes fosses. J'ai creusé un trou avec mes mains, avec un bout de bois que j'ai trouvé, et j'ai recouvert le corps de terre et de gravats. Le capitaine Moreau sent la nausée monter. Vous êtes certaine de l'endroit? Le parking souterrain, celui qui existe maintenant sous la place Rouville. Le corps d'Élise est quelque part sous ce parking, coulé dans le béton depuis 1988. Les implications de cette révélation sont immenses. Le parking en question a été achevé et inauguré en avril 1988, 7 mois après la disparition d'Élise. Si Marguerite dit la vérité, le corps de la fillette repose sous des tonnes de béton armé, récupérable seulement au prix de travaux pharaoniques. Comment êtes-vous rentré à l'appartement? De la même façon. Discrètement, par l'escalier. Il était environ 6 heures quand je suis revenu. J'ai nettoyé mon lit, j'ai remis le pyjama d'Élise dans son armoire, j'ai mis Pompon sur son oreiller pour faire croire qu'elle s'était endormie dans son lit. Et puis j'ai attendu le réveil de Sylvie. J'ai appelé l'hôpital à 6h20 comme prévu, mais pour dire qu'Élise avait disparu. Le capitaine Moreau pose son stylo. Pourquoi avoir inventé cette histoire de disparition inexplicable? Vous auriez pu simuler un accident, une chute, quelque chose. Je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas clairement. J'étais terrifié. Je me suis dit que si on ne trouvait jamais le corps, peut-être que personne ne saurait ce que j'avais fait, que je pourrais continuer à vivre. C'était lâche, je sais. C'était impardonnable. Le capitaine Moreau quitte la chambre, contacte immédiatement sa hiérarchie. En quelques heures, l'information remonte jusqu'au procureur de la République. Une enquête est immédiatement ouverte. Les archives du dossier Élise Garnier sont exhumées. Des experts en médecine légale sont consultés. La question principale, est-il possible de vérifier les dires de Marguerite Fontaine? Le 10 août, une équipe se rend au parking souterrain de la place Rouville. Construit entre 1987 et 1988, il compte 3 niveaux et 400 places. Déterminer l'endroit exact où Marguerite aurait pu enterrer le corps
nécessite de consulter les plans de construction de l'époque. Les archives municipales fournissent les documents. Le chantier avait commencé en mai 1987. En septembre, date de la disparition, les fondations du premier niveau étaient en cours. Les plans montrent que la zone nord du parking, celle qui donne sur la rue Sergent-Blandan, était effectivement la première à être excavée. C'est cohérent avec le récit de Marguerite. Le 11 août, le capitaine Moreau retourne voir Marguerite. Elle a besoin de plus de détails. Marguerite, affaiblie, épuisée par son premier aveu, accepte de continuer. Avec l'aide d'un plan du parking étalé sur son lit, elle tente de désigner la zone approximative. C'était là, je crois, vers le fond, près de ce qui devait devenir le mur nord. Il y avait une grande fosse, je m'en souviens. J'ai eu si peur de tomber dedans dans l'obscurité. Le capitaine Moreau pose la question qui la hante depuis la veille. « Madame Fontaine, êtes-vous absolument certaine qu'Élise était morte quand vous l'avez enterrée? N'y avait-il aucune possibilité qu'elle soit simplement inconsciente ?» Le visage de Marguerite se décompose. C'est visiblement une question qu'elle s'est posée des milliers de fois. Je crois qu'elle était morte. Elle était si froide, si immobile, mais je n'ai pas vérifié correctement. Je ne suis pas médecin. J'avais tellement peur, je voulais juste faire disparaître le problème. Mon Dieu, vous croyez que j'aurais pu la sauver si j'avais appelé les secours au lieu de... Elle ne peut terminer sa phrase, submergée par les sanglots. Le capitaine Moreau ne répond pas. C'est une possibilité qui rendra cette affaire encore plus tragique si elle s'avère vraie. Un enfant mort d'une surdose accidentelle de médicaments peut être sauvable si les secours avaient été appelés à temps, enterré vivant ou mort par panique d'une femme terrifiée. Le 12 août, Vincent Garnier est contacté par la police. Il a maintenant 71 ans, toujours professeur, bien qu'à 2 ans de la retraite. Quand on lui annonce que Marguerite Fontaine a avoué, il reste silencieux pendant de longues secondes. Après tout ce temps, murmure-t-il finalement. Elle savait, elle a toujours su. Sylvie Garnier est également prévenue. Elle a 69 ans, vit toujours à Villeurbanne, a pris sa retraite d'infirmière 2 ans plus tôt. Quand le capitaine Moreau lui explique les révélations de Marguerite au téléphone, Sylvie pousse un long cri de douleur. 37 ans d'attente, d'espoir, de questionnement, et la réponse est celle-ci. Sa fille est morte d'une overdose de médicaments la nuit même de sa disparition, enterrée comme un déchet dans un chantier. Le procureur examine le dossier. Juridiquement, la situation est complexe. Marguerite Fontaine est mourante. La poursuivre en justice n'a plus beaucoup de sens. De plus, prouver formellement ces déclarations nécessiterait d'exhumer le corps, ce qui impliquerait de détruire partiellement un parking souterrain public, une opération extrêmement coûteuse et complexe techniquement. Les chances de retrouver des restes identifiables après 37 ans sont minces. Une réunion est organisée le 15 août entre le procureur, les enquêteurs et les parents d'Élise. Vincent et Sylvie se retrouvent pour la première fois depuis des années dans un bureau austère du palais de justice. La tension entre eux est palpable, mais elle est éclipsée par une douleur commune. Le procureur leur expose la situation. Marguerite Fontaine a avoué. Ses déclarations semblent cohérentes avec les éléments connus du dossier et avec la configuration du chantier à l'époque. Mais retrouver le corps nécessiterait des travaux estimés à plusieurs millions d'euros sans garantie de résultat. La décision leur appartient en partie. Souhaite-t-il que l'État engage ses dépenses pour tenter de récupérer les restes de leur fille? Vincent et Sylvie se regardent longuement. C'est Sylvie qui parle la première. « Je veux juste comprendre. Je veux entendre de sa bouche pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle nous a laissé espérer pendant toutes ces années. » Le 16 août, une rencontre est organisée à l'hôpital. Marguerite a accepté de voir les parents d'Élise. C'est une confrontation que le capitaine Moreau appréhende, craignant une explosion de violence ou d'émotions incontrôlables. Mais quand Vincent et Sylvie entrent dans la chambre 314, ils sont étrangement calmes, comme anesthésiés. Marguerite est assise dans son lit, reliée à une perfusion de morphine. Elle paraît avoir 100 ans. Elle pleure avant même qu'il n'ait parlé. « Je suis tellement désolée, » murmure-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Vincent s'approche du lit. Sa voix est basse, contrôlée.
Vous saviez, pendant 37 ans, vous saviez où était notre fille, et vous n'avez rien dit. Vous nous avez regardé souffrir, vous nous avez regardé nous détruire, et vous n'avez rien dit. J'avais peur, sanglote Marguerite. J'avais tellement peur d'aller en prison. J'avais peur de ce que tout le monde penserait de moi. Je sais que c'est impardonnable, je le sais. Sylvie, jusqu'ici silencieuse, prend la parole. Sa voix tremble, mais elle arrive à articuler les mots. Ma fille avait 7 ans. 7 ans. Elle vous faisait confiance. Nous vous faisions confiance. Et vous lui avez donné des médicaments comme si c'était des bonbons. Comment avez-vous pu? Je ne voulais pas lui faire de mal, plaide Marguerite. Je voulais juste qu'elle dorme. Je ne savais pas que c'était dangereux. Je ne savais pas. Vincent serre les poings. Vous ne saviez pas, bien sûr. Et après, quand vous avez vu qu'elle ne respirait plus, vous n'avez pas appelé les secours. Vous l'avez enterrée comme un chien. Notre bébé. Le capitaine Moreau, présent dans la pièce pour superviser la rencontre, intervient doucement. Madame Fontaine, pourquoi avoir attendu si longtemps pour avouer? Pourquoi maintenant? Marguerite tourne son regard vers le capitaine. Parce que je vais mourir dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Et je ne pouvais pas partir en emportant ça avec moi. Je ne pouvais pas mourir en laissant ses parents sans réponse. J'ai été lâche toute ma vie, mais je ne voulais pas être lâche jusqu'à la fin. Sylvie s'effondre sur une chaise. Les sanglots la secouent enfin. Vincent reste debout, les yeux rouges mais secs. Il regarde Marguerite longuement, puis se tourne vers le capitaine Moreau. Je veux savoir exactement où elle est. Je veux qu'on retrouve son corps, même si ça doit coûter ce que ça coûte. Ma fille mérite d'être enterrée dignement, pas de rester sous un parking pour l'éternité. Les semaines qui suivent sont un tourbillon d'activités administratives et médiatiques. L'affaire, qui avait été oubliée du grand public, revient sur le devant de la scène. Les journaux titrent « 37 ans après, la vérité sur la disparition d'Élise Garnier. Une gardienne avoue sur son lit de mort. Le secret qui a détruit une famille. » Le procureur, face à la demande insistante des parents et à la pression médiatique, décide d'engager les démarches pour tenter de retrouver le corps. Des experts en génie civil sont consultés. Il est techniquement possible de creuser dans le parking sans le détruire entièrement, en se concentrant sur la zone indiquée par Marguerite. Mais l'opération sera délicate, coûteuse et pourrait prendre des mois. Marguerite Fontaine meurt le 23 août 2024, 15 jours après ses aveux. Elle s'éteint paisiblement dans son sommeil, la morphine ayant finalement vaincu la douleur. Ses derniers mots, rapportés par l'infirmière de nuit, furent « Pardonnez-moi, petite Élise, pardonnez-moi ». Ses obsèques, 3 jours plus tard, ne rassemblent qu'une poignée de personnes, quelques anciens voisins, le médecin qui la suivait et, curieusement, Vincent Garnier. Sylvie a refusé de venir, incapable de se tenir devant la tombe de la femme qui a détruit sa vie. Mais Vincent ressent le besoin d'être là. « Je ne lui pardonne pas », expliquera-t-il plus tard au capitaine Moreau. « Je ne lui pardonnerai jamais, mais je voulais voir cette histoire se terminer jusqu'au bout. » En septembre 2024, exactement 37 ans après la disparition d'Élise, les travaux de recherche commencent au parking de la place Rouville. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens, accompagnée d'anthropologues légistes, entreprend de creuser méthodiquement la zone désignée. Le parking est partiellement fermé pendant les opérations. Les travaux durent 6 semaines. Ils progressent lentement, avec précaution. Il faut creuser le béton, retirer les armatures métalliques, atteindre les couches de terre originelles en dessous. C'est un travail de fourmi, minutieux, éreintant. Le 23 octobre, les techniciens font une découverte. À 3 mètres de profondeur, dans ce qui correspond effectivement à l'ancien niveau du sol avant la construction du parking, ils trouvent des fragments d'os, petits, fragiles, partiellement décomposés. À côté, des lambeaux de tissu, probablement les restes d'un pyjama, et un petit objet en plastique, miraculeusement préservé. Un œil de peluche, le genre qu'on coude sur les animaux en tissu. Les restes sont immédiatement transmis au laboratoire de médecine légale. L'analyse ADN prendra plusieurs semaines, mais la taille et la nature des os ne laissent guère de doute. Ce sont bien des restes d'un enfant d'environ 7 ans.
L'expertise confirme finalement en novembre, l'ADN correspond à celui de Vincent Garnier. Ce sont les restes d'Élise. Vincent et Sylvie se retrouvent une nouvelle fois, cette fois au funérarium. Leur fille va enfin pouvoir être enterrée dignement. L'enterrement a lieu le 15 novembre 2024, au cimetière de la Croix-Rousse. Le cercueil est si petit qu'il serre le cœur. Vincent et Sylvie se tiennent côte à côte devant la tombe. Leurs mains se trouvent, se serrent. Après 37 ans de séparation et de douleur, ils partagent ce dernier moment avec leur fille. L'enquête officielle confirme les déclarations de Marguerite. Les doses de Temesta trouvées dans les restes osseux, bien que dégradées, sont suffisamment importantes pour avoir causé une dépression respiratoire sévère chez un enfant. La mort d'Élise est qualifiée d'homicide involontaire. Marguerite Fontaine aurait été poursuivie pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et dissimulation de cadavre si elle avait survécu. Dans les mois qui suivent, Vincent et Sylvie essaient de reconstruire quelque chose. Pas un couple. C'est impossible après tout ce temps et tout ce qui s'est passé. Mais une relation apaisée, basée sur le souvenir partagé d'Élise. Ils se voient régulièrement, déjeunent ensemble, visitent la tombe de leur fille. Vincent prend finalement sa retraite en juin 2025. Il décide de quitter Lyon, de partir vivre à la campagne, dans un petit village du Beaujolais. Il a besoin de paix, de silence, de nature. Sylvie reste à Villeurbanne, mais elle vient lui rendre visite régulièrement. Ensemble, ils créent une petite association en mémoire d'Élise pour sensibiliser aux dangers de l'automédication et à l'importance de la surveillance des enfants. L'appartement de la rue des Capucins a été vendu depuis longtemps. De nouveaux locataires y vivent, ignorant probablement le drame qui s'y est déroulé. Le quartier de la Croix-Rousse a continué d'évoluer, de se gentrifier. Les Traboules sont maintenant classés monuments historiques. Les anciens ateliers de Canuts transformés en loft. Mais pour ceux qui ont connu l'affaire Élise Garnier, certaines rues gardent une ombre particulière. Le capitaine Moreau, quelques mois après la clôture du dossier, reçoit une lettre de Vincent. Il y écrit « Je ne sais pas si je dois remercier Marguerite d'avoir finalement parlé ou la maudire pour avoir gardé le silence si longtemps. Pendant 37 ans, j'ai espéré qu'Élise était quelque part, vivante, qu'elle reviendrait un jour. Maintenant, je sais qu'elle est morte depuis le début, qu'il n'y a jamais eu d'espoir. Est-ce mieux de savoir? Je ne sais pas. Mais au moins, je peux enfin faire mon deuil. Au moins, je sais où est ma fille. » L'affaire soulève de nombreuses questions dans la société française. Comment une simple gardienne a-t-elle pu administrer des médicaments à un enfant sans supervision médicale? Comment a-t-elle pu dissimuler un corps pendant des décennies sans être découverte? Pourquoi les vérifications d'antécédents pour les gardes d'enfants ne sont-elles pas plus strictes? Le débat fait rage dans les médias, au Parlement, dans les associations de parents. Des lois sont proposées pour encadrer plus strictement les activités de garde d'enfants à domicile. Un fichier national des personnes autorisées à garder des enfants est créé. Des formations obligatoires sont instaurées, incluant les gestes de premier secours et les dangers de l'automédication. Le cas Élise Garnier devient un exemple de ce qu'il ne faut jamais laisser se reproduire. Sur la tombe d'Élise au cimetière de la Croix-Rousse, une simple plaque de marbre blanc porte ces mots « Élise Garnier, 2080-1987 ». Endormie trop tôt, retrouvée trop tard, tu resteras toujours dans nos cœurs. Des fleurs fraîches y sont déposées chaque semaine, tantôt par Vincent, tantôt par Sylvie, parfois par d'anciens voisins ou des inconnus touchés par l'histoire. Le parking de la place Rouville a été entièrement rénové après les fouilles. Une petite plaque commémorative a été installée à l'entrée. En mémoire d'Élise Garnier, 1980-1987. C'est une manière de reconnaître qu'un drame s'est déroulé ici, que sous ces tonnes de béton reposait pendant des décennies une petite fille qui méritait mieux. Cette histoire nous montre à quel point un seul moment de panique et de mauvais jugement peut détruire des vies entières. Marguerite Fontaine n'était probablement pas une mauvaise personne au départ, mais une série de mauvaises décisions, prises dans la peur et l'égoïsme, ont causé une tragédie irréparable.
Elle a privé des parents de leur enfant. Elle a privé Élise de sa vie. Et elle s'est condamnée elle-même à porter ce secret terrifiant pendant 37 ans. Quel fardeau cela a dû être, de vivre chaque jour en sachant qu'une famille souffrait par sa faute, de croiser peut-être Vincent dans les rues de la Croix-Rousse en sachant exactement ce qui était arrivé à sa fille. Avez-vous perçu les signes troublants au fil de cette histoire? Le dessin d'Élise représentant le jardin de Marguerite, les incohérences dans le récit de la disparition, le fait que Marguerite ait cessé toute activité de garde après le drame. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Mettez un like si ce cas vous a marqué et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux enquêtes qui défient le temps. Certaines vérités mettent des décennies à émerger, mais elles finissent toujours par le faire.